dans de telles perspectives, qu'attendent la société et les citoyens de leurs juges. De tout temps, des principes éthiques et déontologiques ont régi la profession du magistrat. Ces principes, une fois encore, ont été clairement définis par le Conseil supérieur de la magistrature dans sa directive numéro 001/2013 du 22 novembre 2013 en ce qui concerne l'éthique et la déontologie du magistrat. Donc, s'agissant de ces principes, nous citons entre autres l'indépendance du magistrat. Le magistrat n'est soumis dans l'exercice de ses fonctions qu'à l'autorité de la loi. Cette affirmation de l'indépendance du juge, qui n'est qu'un privilège, mais un droit reconnu à chaque citoyen dans une société démocratique, de bénéficier d'un pouvoir judiciaire qui est considéré comme tel, indépendant des pouvoirs législatifs et exécutifs, et qui est constitué pour sauvegarder la liberté et les droits des citoyens dans le cadre de l'état de droit. Il appartient par conséquent à chaque juge de respecter et de contribuer à maintenir l'indépendance du pouvoir judiciaire à la fois dans ses aspects individuels et dans ses aspects institutionnels. L'impartialité. Le juge doit être impartial. Cela signifie qu'il doit exercer ses attributs judiciaires sans crainte, sans favoritisme ni préjugés, et doit inspirer la confiance des justiciables. L'impartialité et sa perception sont, avec l'indépendance, essentielles à un procès équitable. Pour garantir cette impartialité, le juge est tenu de remplir ses attributions judiciaires sans préjugés. Il doit adopter dans l'exercice de ses fonctions, et même en dehors de celle-ci, une conduite qui soutient la confiance dans l'impartialité et minimise les situations qui pourraient conduire à la récusation. Il a une obligation de vigilance afin de prévenir les conflits d'intérêts entre devoirs judiciaires et vie sociale. S'il est source de conflits d'intérêts réels ou potentiels, le juge ne doit donc pas siéger. Il doit se retirer immédiatement de l'affaire afin d'éviter d'être suspecté d'impartialité. Il veille dans sa vie privée à ne pas remettre en cause auprès du public l'image d'impartialité de sa juridiction. La probité. La probité conduit le juge à s'interdire non seulement tous les comportements sanctionnés par la loi, mais aussi tous les comportements indélicats. Il s'acquitte de ses fonctions judiciaires sans favoritisme et consacre l'essentiel de son temps de travail à ses activités juridictionnelles. Il veille à une bonne utilisation des ressources qui lui est confiées pour l'administration de la justice sans usage abusif non inapproprié. Il s'abstient de solliciter des interventions indues pour une mutation, nomination ou promotion personnelle ou d'agir pour faire obtenir un avantage pour lui-même ou à d'autres. Il s'interdit d'accepter des cadeaux ou des avantages pour lui-même ou pour ses proches à l'occasion de ses fonctions juridictionnelles. La dignité, l'honneur et l'intégrité du magistrat. Le juge, qui doit se conduire de manière à préserver la dignité de sa charge, doit être intègre et compétent. Il exerce en effet ses fonctions en appliquant loyalement les règles de procédure dans le respect des personnes et dans le cadre de la loi. Le juge remplit son rôle avec intégrité dans l'intérêt de la justice et de la société. Il a ce même devoir d'intégrité dans sa conduite en société et dans sa vie personnelle, sans céder à la crainte de déplaire, ni au désir de plaire à toutes les formes de pouvoir, exécutif, législatif, politique, hiérarchique, etc. Ce devoir de dignité et d'honneur découle, à n'en point en douter, du principe d'intégrité. Par ailleurs, l'honneur impose au juge de veiller, par son exercice professionnel et sa personne, à ne pas mettre son image en cause, ni celle de la justice ou de la juridiction dont il a la charge. L'obligation de réserve et de discrétion. Cette obligation commande au juge d'éviter tout comportement de nature à faire croire que ses décisions sont inspirées
par des mobiles autres qu'une application juste et raisonnée de la loi. En même temps, le juge est lui-même un citoyen et a droit à la liberté d'expression qui lui est légalement reconnue. Il doit tout mettre en œuvre pour ne pas heurter dans l'exercice de ses fonctions et dans sa vie privée la confiance que les justiciables placent en lui. La réserve et la discrétion du juge comportent donc un équilibre entre ses droits de citoyen juge et les contraintes liées à sa fonction juridictionnelle. Ainsi, dans la vie publique, dans le domaine de la politique, le juge, comme tout citoyen, a le droit d'avoir une opinion politique, mais il veille simplement par sa réserve à ce que le justiciable puisse accorder toute sa confiance à la justice sans s'inquiéter de ses opinions. Il fait preuve de la même réserve dans ses rapports avec les médias. Il ne peut par conséquent, au nom de la liberté d'opinion, apparaître comme partiel ou acquis à une partie. Face aux critiques ou aux attaques, le juge garde la mesure dans sa défense. Le juge s'abstient de formuler des commentaires sur des décisions, même si celles-ci sont désapprouvées par les médias ou la doctrine, ou encore si elles sont réformées. Son seul mode d'expression est la motivation de ces décisions. Dans sa vie privée, en dehors de l'exercice de ses fonctions, le juge s'abstient de faire valoir sa qualité à l'égard des tiers. Il ne donne pas l'impression de vouloir faire pression ou laisser croire qu'il est propriétaire à titre personnel des pouvoirs que la loi lui donne dans le cadre de ses missions judiciaires. Comme tout citoyen, il a quand même droit au respect de sa vie privée. La diligence du juge. La diligence est nécessaire pour obtenir et accroître la confiance du public dans la justice. Le juge fait preuve de diligence dans le traitement de ses affaires qui doivent être traitées en temps utile dans un délai adapté à la question soumise tout en assurant la qualité de sa décision. Dans chaque procédure, le juge veille à fixer des délais raisonnables aux parties et à lui-même. Le juge fait tous les efforts pour être plus prompt possible et rendre ses décisions sans retard. Le respect et l'écoute. La société, ses membres attendent d'être respectés et écoutés par le juge dans l'exercice de ses fonctions. Le respect est l'attitude du juge à avoir de la considération pour la place et la dignité des personnes concernées. L'écoute est l'attitude du juge à prêter toute attention à l'exposé des faits et aux déductions techniques des parties de leurs défenseurs respectifs. Il agit avec le public, les avocats, les collègues et le personnel administratif avec dignité, correction et disponibilité. Il crée à l'audience une atmosphère sereine en écoutant avec la même attention toutes les parties au procès et leurs représentants. Individuellement, collégialement ou dans l'exercice de responsabilité de direction, le juge veille à ce que les valeurs de respect et d'écoute soient partagées et respectées par tous. Le respect de la hiérarchie. Le magistrat doit garder à l'esprit que la magistrature est un corps hiérarchisé et comme tel, à chaque niveau que ce soit, il doit en tenir compte dans sa conduite. Il est donc indéniable de constater que derrière le pouvoir extraordinaire du magistrat, sa soumission à des règles éthiques et au respect d'un code de déontologie ne peut que lui conférer une légitimité aux yeux des justiciables, gage de la confiance qu'ils auront en la justice. Certes, comme tout citoyen, le magistrat bénéficie des droits et des libertés fondamentales. Cependant, son attitude dans la société est scrutée car, plus que les autres citoyens, de par sa fonction, il se doit non seulement de respecter ces règles déontologiques citées plus haut, mais aussi se conduire d'une manière digne dans sa vie privée. Ainsi, s'agissant des valeurs intrinsèques du magistrat, nous pouvons dire que la complexité de l'art de juger, au-delà des singularités déterminées par l'histoire de chaque pays,
fait que plusieurs qualités ou vertus doivent être combinées pour que justice soit rendue. La légitimité du juge, ou du moins la confiance en la justice, n'est pas seulement garantie par un juge indépendant, intègre ou diligent, mais elle trouve son accomplissement dans la personne du juge qui remplit sa mission avec sagesse, humanité, courage, sérieux, etc. Ces exigences ne sont pas spécifiques au seul juge, mais elles sont essentielles pour réserver à chacun le droit à la justice. Ainsi, pour vertu, nous pouvons citer, entre autres, deux ou trois, je crois, la sagesse, par sa connaissance des réalités du droit et par son comportement raisonnable, juste et prudent, le juge doit faire preuve de sagesse. Ce comportement sage le conduit à écarter l'outrance et l'extravagance dans l'exercice de ses fonctions. Il fait preuve de créativité dans l'application du droit, afin de régler les cas qui lui sont soumis, y compris ceux qui ne sont pas réglés par la loi. Le travail. Le juge judiciaire implique un travail soutenu et un effort intellectuel continu. La capacité de travail du juge et sa détermination à utiliser cette capacité sont nécessaires pour développer ses compétences judiciaires et garantir le travail de qualité attendu par le justiciable. Aussi, le juge organise son travail avec efficacité. Il fait preuve d'autodiscipline en sachant gérer le stress et la frustration. Il est attentif aux opinions de ses collègues et soucieux du travail en équipe. C'est pourquoi la formation continue du magistrat et sa mise à niveau s'impose à lui dans le souci du meilleur rendement professionnel. La fonction de juger constitue donc un véritable pouvoir entre les mains du juge. Mais pour que ce pouvoir ne soit pas sans cadrage ni contrôle, le législateur a prévu des mécanismes qui serviront à évaluer et à contrôler la façon dont le juge fait usage de ce pouvoir. Ceci permet plutôt d'éviter que ce pouvoir ne devienne pas le siège de l'arbitraire et d'autres dérives dont peuvent souffrir les citoyens, car un pouvoir sans contrôle peut être source d'insécurité pour les citoyens. Et c'est ce contrôle, nous semble-t-il, qui peut fonder la légitimité du juge dans la cité. Mais alors, comment les principes éthiques et déontologiques du magistrat se traduisent-ils en pratique? Et c'est ça notre deuxième partie. Déontologie et discipline sont deux aspects d'une même réalité qui déterminent l'exécution optimale des tâches dont est investi le magistrat. Elles veulent que le magistrat soit un modèle d'éthique professionnelle, de probité morale. Malheureusement, force est de constater qu'ils subissent des transgressions quasi permanentes à ces règles. L'inobservation est souvent sévèrement sanctionnée. L'organe disciplinaire pour la mise en œuvre effective est le Conseil supérieur de la magistrature, CSM. Le CSM, organe chargé des disciplines des magistrats, traite les questions liées au manquement des magistrats à leurs obligations et gère leur carrière. Ces décisions ont souvent trait à l'existence d'une faute disciplinaire relevée à l'encontre du magistrat. Ainsi, s'agissant de la faute disciplinaire, nous pouvons dire que le statut de la magistrature ne le définit pas explicitement, mais dispose en son article 50 que tout manquement par un magistrat au devoir de son État, à la réserve, à l'honneur, à la délicatesse ou à la dignité constitue une faute disciplinaire. Le soin est donc laissé au CSM de définir les contours éventuels de la faute disciplinaire qui doit à chaque situation procéder cas par cas. Ainsi, sur la discipline des magistrats, dans son rapport d'activité allant de la période du 3 août 2011 au 3 août 2015, le CSM relève que sur 8 plaintes déposées contre des magistrats en exercice par le ministère de la Justice, 6 ont écopé des sanctions disciplinaires. Ce qui nous amène à relever que des magistrats sont souvent sanctionnés par l'organe de discipline
qui gèrent leur carrière. Pour la procédure de discipline, j'en passe. Ainsi, pour conclure, en tout état de cause, le magistrat doit éviter dans l'exercice de sa fonction tout comportement de nature à faire croire que ces décisions sont inspirées par des mobiles autres qu'une application juste et raisonnée de la loi. Il se doit de respecter par conséquent l'honneur, la délicatesse, la dignité et assurer ses fonctions judiciaires avec diligence. À cet effet, il doit écouter avec courtoisie, répondre avec sagesse, analyser avec sobriété et décider avec impartialité. Ainsi que l'a écrit M. Pierre Truche, ancien président de la Cour d'appel de cassation de Paris, le juge n'est digne de lui-même que s'il reconnaît la dignité de l'autre. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame le conseiller Abdelkaï. Merci une fois encore, je demande à la République de renouveler. C'est le moment tant attendu de cette rentrée. Nous n'avons pas souvent l'occasion d'entendre le garde des Sceaux. Donc, je vous demande de lui donner la parole. Monsieur le patriarche du jour, j'avais nommé le garde des Sceaux. Vous avez la parole pour votre promesse. Monsieur le Président de la Cour suprême du Togo, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle du Togo, Monsieur le Président de la Cour d'appel de Lomé, Messieurs les procureurs généraux de la Cour suprême et de la Cour d'appel, Messieurs les chefs de cour et tribunaux, Monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats ou son représentant, Messieurs les présidents des chambres, des huissiers, des notaires, des commissaires-priseurs, Messieurs les officiers de la police judiciaire, auxiliaires de justice, distingués chefs traditionnels, que nous appelons aimablement gardiens des us et coutumes, Messieurs les anciens bâtonniers de l'ordre, chefs de gouvernement, et là je cite nommément les monuments du droit, Excellence, Maître Agouibor et Maître Kofigo, chers collègues, mesdames et messieurs les magistrats, chers avocats, chers maîtres les greffiers des cours et tribunaux, je vous salue. Une année judiciaire succède à une autre année judiciaire, entraînant dans son sillage une tradition dont la marque principale est la cérémonie de la reprise officielle des activités juridictionnelles, pompeusement appelée rentrée judiciaire. Je parie que la plupart des magistrats ici présents n'ont pas beaucoup de rentrées à leur actif. Et que dirais-je de moi-même qui vous parle en ce moment? Je n'en ai pas eu aussi. En tout cas, ce jour du 4 décembre 2015 est un grand jour pour la famille judiciaire du ressort de la Cour d'appel de Lomé
pour moi également, nouveau garde des Sceaux, ministre de la Justice, fils authentique de ce corps judiciaire, ma famille professionnelle depuis juillet 1982. C'est en cela que je suis heureux de communier avec vous et de partager cet instant d'intense solennité cérémonielle, moment de bonheur, mais aussi d'émotion, avec mes frères et sœurs de métier que vous demeurez. Chers collègues, chers avocats, chers maîtres greffiers, notaires, commissaires priseurs, huissiers de justice et chers officiers de la police judiciaire, je tiens sincèrement à vous remercier pour cette œuvre de collaboration indispensable à la bonne administration de la justice que vous abattez tous les jours pour la vitalité du droit et le triomphe de la justice dans notre pays. En répondant à l'appel des chefs de cour et tribunaux à l'occasion de la présente cérémonie, qui n'est que l'apothéose d'un programme lancé depuis le début de la semaine, vous exprimez ainsi votre solidarité indéfectible aux principes sacro-saints qui régissent la famille judiciaire. Grâce à vous, l'éclat de cette rentrée se trouve relevé. Un adage élevé ne dit-il pas « On ne peut se passer des autres lorsqu'on a envie de faire les besoins nocturnes ». Vous êtes ceux dont nous, les magistrats, avons besoin pour nous affirmer et pour faire prospérer notre mission de rendre la justice. Nous sommes